Dans 2 jours débute l'un des moments les plus excitants de l'année pour un fan de NBA. Excitant oui, mais pas de tout repos. C'est le début de la période où on reçoit plus de notifications de Shams ou de Wash que de Sung, sa petite copine. Alors rassurez bien votre tendre et cher, j'ai vu des couples se briser pour 3 fois moins. C'est aussi la période pendant laquelle vous pouvez vous réveiller et constater avec effroi que votre équipe a signé un joueur que vous détestez, ou alors qu'elle a signé J.R. Smith au minimum vétéran pour apporter de l'expérience dans le vestiaire. Je sais pas vraiment ce qu'il y a de pire. Pas de doute, c'est bien le début de la free agency. La NBA va encore nous offrir son lot de dramas et revirements de situation dont elle seule a le secret. Elle va prouver une nouvelle fois que même quand elle joue pas, elle reste la plus belle ligue du monde. Defended by Simmons. Is this the dagger? Iguodala to Curry. Back to Iguodala. Up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Carton. Je suis ravi de vous retrouver pour parler NBA. Et aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau puisque c'est le début de la free agency vendredi. Alors pour m'accompagner, j'ai fait appel à une équipe de franchise players. Il se prépare mentalement depuis des mois, j'en parlais dans l'intro, sa copine s'est déjà faite à l'idée que cet été, il part en vacances avec le Woj sur sa chaise de bureau. Enchaîner draft et free agency en une semaine, voilà un défi à la hauteur de son talent. Benjamin est avec nous, comment ça va Benjamin? Merci, je pense que tu as tout résumé. C'est vraiment ma période de l'année et effectivement, c'est très réel. Ma copine est prête à ne pas partir en vacances parce qu'elle sait ce qui se passe actuellement sur mon téléphone. La pauvre, on l'embrasse d'ailleurs. Je vous disais la semaine dernière qu'il aurait été drafté devant LeBron James sans aucun souci. Comme LeBron, il a fini son premier exercice sur une excellente note. Le deuxième sera encore plus éblouissant. Puis attention, mouillez-vous bien la nuque quand même avant d'aller voir les stats du King sur sa saison sophomore. Florian est avec nous. Comment ça va Florian? Bah, ça va super, ça va super. On attend toujours une progression sur la deuxième année, donc on espère que la deuxième Bah, partie sera encore meilleure. si ça se passe comme LeBron, bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Bon, les gars, on attaque tout de suite. Donc, je le rappelle, on va s'attaquer au début de la free agency qui commence vendredi. Du coup, on va s'intéresser aux quelques gros dossiers qui pourraient bouger assez rapidement. Je commence par DeAndre Ayton. Il voulait signer une extension de contrat max à l'été 2021. Du coup, les Suns n'ont pas voulu lui donner tout de suite. Donc, il y a l'intérieur qui chercherait toujours à signer un contrat max, ce que les Suns seraient toujours pas prêts à lui offrir. Donc ils se retrouvent dans plusieurs rumeurs, les Hawks, Détroit, les Spurs. Ces équipes, Benjamin, je me tourne vers toi, est-ce qu'elles peuvent fournir à DeAndre Ayton le contrat qu'il demande, ou est-ce que ça sent plus la prolongation pour un peu moins à Phoenix? Bah, je pense que c'est le dossier de 1 le plus compliqué et de 2 le plus chaud de l'été, maintenant qu'on n'a plus le dossier Kyrie Irving dans les pattes, parce que c'est vraiment un mec qui potentiellement mérite le max, qui peut vraiment transformer une équipe et qui est prêt à partir. Et enfin, il y a une dynamique un peu étrange. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs équipes qui ont beaucoup de cap space, les Spurs, les Pistons, initialement les Hawks, qui peuvent dégager du cap space en tradant des joueurs et qui sont prêtes à monter sur le dossier. En fait, ce qui se passe, c'est que plus on avance et moins il y a de traction vers une offre au max pour DeAndre Ayton. On sait que les Hawks, a priori, sont pas prêts à lui donner le max. Les Spurs, certes, ont la place, mais pour l'instant, tout ce qu'on entend dans les rumeurs, c'est juste qu'ils ont la place pour l'accueillir, pas qu'ils sont motivés. Côté Pistons, on n'est pas sûr qu'ils vont aller donner le max à un joueur, qui que ce soit, à part si une star est disponible. Donc, les pistes principales sont brouillées. Et les Blazers, eux, ont fait des moves déjà dans l'été qui font qu'ils ont plus autant de cap space et qui sont plus positionnés financièrement pour accueillir DeAndre Ayton. Et ils devraient partir sur Yusuf Nurkic. Donc, plus on avance et plus le dossier se refroidit, plus on se dirige vers potentiellement une prolongation avec les Suns pour moins que le maximum. Et quoi qu'il arrive, on a l'impression que Ayton n'aura pas le maximum cet été. Donc maintenant, la question, c'est savoir combien les Suns peuvent proposer au-delà de la qualifying offer qu'ils lui ont fait à 16 millions de dollars, il me semble. L'offre finale devrait être bien supérieure. Mais en tout cas, il est aussi possible que, éventuellement, je ne sais pas, les Pistons lui fassent une offre inférieure au minimum, tout de même plus intéressante, avec un plus grand rôle. La question, c'est aussi de savoir ce qui s'est passé entre lui et Phoenix pour qu'ils en arrivent là. Est-ce que vraiment le joueur a envie de partir? Est-ce que les Suns ont envie de le ramener? Voilà, c'est tellement, tellement, tellement de questions qui font qu'on est dans un océan d'incertitude actuellement autour de DeAndre Ayton. Toi aussi, Florian, t'analyses ça un peu de la même manière, t'as du mal un peu à cerner ce qui va se passer avec DeAndre Ayton. Tu penses que voilà, c'est un joueur qui a quand même d'énormes qualités, qui est très impactant et très important dans le système de Phoenix quand même. Tu penses que c'est un joueur qui mérite le max? Bah, en fait, le problème avec DeAndre Ayton, il est double. On a un double problème. On a un problème sur le terrain parce qu'on se demande si est-ce que ce premier choix de la draft 2018 vaut le max en tant que tel.
ça reste aujourd'hui, comme je l'ai dit, un joueur qui a été first pick. Ça reste un jeune joueur. Il vient à peine d'avoir 22 ans. Il est vraiment dans une dynamique ultra positive en fonction de son âge. C'est un gars qui est en 17-10, qui continue à progresser. Un pivot qui tourne à 75-76% lancé, défenseur très honnête, capable d'être super efficace sur pick and roll, sur pick and pop. Il est en train de progresser sur ses prises de décision, sur short roll. C'est un bon passeur, il commence à avoir un petit tir, etc. Donc on est vraiment sur une dynamique hyper positive en termes de joueurs. C'est un mec qui a pesé sur des finales NBA, etc., qui a pesé sur des runs de playoffs. Sauf que le deuxième problème qu'on a, c'est est-ce qu'il y a vraiment une cassure avec son équipe actuellement? Est-ce que ce mec-là, s'il prend le max ou non, est-ce que ça va se faire à Phoenix? Parce que les bruits qui sont sortis depuis les derniers runs de playoffs, c'est qu'il y a vraiment une cassure entre le front office et le coaching staff et DeAndre Ayton. Et ensuite, on voit dans les médias que des joueurs comme Michael Bridges, Cameron Johnson le défendent. Et on n'a pas vraiment vu les leaders sortir encore. David Booker et Chris Paul ne sont pas sortis publiquement pour dire ok, ce mec-là, on veut jouer avec, c'est la pierre angulaire de notre système aussi. Donc la question, elle est double. Et le fait est que en tant que tel, c'est un joueur sur lequel tu devrais mettre le max parce que c'est à terme, ça va être ton deuxième meilleur joueur de l'équipe. C'est un profil qui est rare, un pivot aussi fort des deux côtés du terrain qui peut peser à ce point-là sur une équipe, c'est rare. Et en fait, quand on prend les pivots les mieux payés de la NBA, au-dessus des 25 millions, on est sur des Gobert, Towns, Embiid, Jokic, Bam, Horford, même si c'est un peu spécial. Donc on voit quand même que c'est des profils qui sont supérieurs. Donc la question c'est est-ce que Ayton appartient à ces mecs-là ou pas? Je pense que si j'étais l'agent de DeAndre Ayton, bah oui, tu demandes le même contrat que Bam Adebayo en fait, parce qu'on est sur cette case de joueurs-là. Est-ce qu'il va l'avoir? Comme a dit Benjamin, la porte des équipes qui vont le vouloir est en train de se fermer. On continue à avoir quelques bruits de couloir. Là, les bruits de couloir se sont refermés, comme tu as dit, avec Détroit qui a drafté à son poste, Orlando qui a drafté à un poste de big quand même, OKC qui a drafté à son poste de big en fait. Et en fait, les mecs sur qui il reste du cap, sur qui vont balancer une offre, en fait, ça va être Indiana, ça va être San Antonio. Est-ce qu'on va avoir des bruits sur Atlanta, etc. Mais c'est encore que des bruits de couloir. Donc, est-ce qu'il va avoir une offre? On ne sait pas. Moi, je pense que oui, le max, il y a un max ou proche du max qui va tomber. Après, ça va être à Phoenix de décider s'ils veulent le garder ou pas. Et je pense que ça va se terminer en sign and trade, bien évidemment. Ouais, donc on verra un peu comment la situation évolue autour de DeAndre Ayton. Justement, on en a parlé des Hawks qui étaient dans les rumeurs pour Ayton. Hein. Les Hawks, ça semble de plus en plus se confirmer. Ça sent la fin pour John Collins et Atlanta. Quelques rumeurs évoquaient il y a quelques jours un trade avec les Spurs, donc incluant Dejounte Murray, Benjamin. On peut croire un tel scénario ou sinon à quoi on peut s'attendre? Ce qui s'est dit à ce moment-là, c'est que déjà il y a un intérêt mutuel entre Collins et les Spurs et les Hawks pour se séparer. Donc il y a de grandes chances qu'il bouge cet été. C'est un des gars sur lesquels on a une quasi-certitude sur le fait qu'il sera transféré. Maintenant, la question, c'est quel package ils peuvent avoir en retour. En l'occurrence, Murray, ça les intéresse, mais a priori, ils ont été refroidis par la demande des Spurs, qui est logiquement très élevée. Murray, c'est un All-Star. Eux, c'est une équipe en reconstruction. Ce qu'ils veulent, c'est plein de tours de draft, et c'est pas dit que les Hawks soient prêts à se mettre dans cette position où vraiment, ils refusent le plan B qui est de reconstruire, de partir sur l'avenir, de recommencer un peu le projet ou de repartir, enfin injecter un peu de sang neuf dedans. Si ils balancent leur tour de draft, ils font une croix là-dessus. A priori, ils sont pas prêts de le faire pour Dejounte Murray. Donc, on arrive à un stade où on sait plus exactement quelles pistes sont plausibles pour John Collins. Il y a beaucoup de bruit, mais je sais pas à quel point les sources autour de ça sont crédibles. Beaucoup de mecs qui apparaissent, qui étaient jamais là dans les rumeurs et qui d'un coup sont des insiders qui ont des news sur John Collins. Ça intrigue un petit peu. Donc, c'est pareil, la situation est extrêmement floue, mais il est assez clair que John Collins partira cet été. La question, c'est juste de savoir où, quand et avec quelle contrepartie. Florian, d'accord avec ça? Toi, tu le sens comment le scénario de John Collins? Tu le vois finir où? C'est clair que le divorce semble consumé. On en parle depuis plus d'1 an. On a eu des espèces de rapprochés qui ont été faits toute l'année. Peut-être qu'il veut pas partir, etc. Est-ce qu'il veut partir? On parle d'un joueur qui est quand même très bien payé jusqu'en 2026. Il a un contrat qui va monter jusqu'à 28 millions. Donc on est quand même sur un très bon contrat. C'est un joueur qui a régressé sur son impact sur le terrain cette année. Il défend mieux, mais il est tombé en 16-8 alors que c'était un gars sur lequel on comptait pour devenir un 20-10 permanent.
malgré le fait qu'il ait progressé dans son intelligence, dans son impact sur le terrain, etc. C'est un gars qui, je pense, a perdu de la valeur par rapport à l'an dernier. Comme l'a dit Benjamin, les destinations, c'est pareil, semble un peu s'amenuiser parce que là, on va rentrer dans la free agency. C'est-à-dire que dans 2 jours, les équipes vont commencer à faire leur shopping et en fait, les postes 4 titulaires, et ben, ils vont tomber. Et John Collins, il va avoir de moins en moins d'opportunités. On parlait des Spurs. Moi, Murray, j'y crois pas du tout parce qu'en fait, à San Antonio, si tu trades Murray qui a 25 ans pour récupérer un John Collins qui a 24 ans, au niveau du timing, c'est un peu la même chose. On parle des Pacers avec Malcolm Brogdon qui intéresserait peut-être les Hawks, sauf que les Hawks demandent beaucoup pour Collins. On parle des Wolves aussi qui voudraient y associer un deuxième intérieur à Karl Anthony Towns. McDaniels est annoncé intouchable, donc ça serait plus du Vanderbilt, Pat Bev, ou alors aller chercher D'Angelo Russell pour la création. Et ensuite, on a le fantasme Rudy Gobert en échange. C'est pareil, ça s'est beaucoup refroidi. Aujourd'hui, on part vraiment sur un principe que Rudy Gobert partirait sur une prochaine saison à Utah. Donc les pistes semblent s'amenuiser et une possible surprise serait pas du tout à éloigner. J'ai vu des rumeurs même sur OKC, etc. Je pense que toutes les pistes sont aujourd'hui envisageables, mais les pistes que j'ai vues aujourd'hui, que ce soit les Wolves, les Spurs, moi perso, j'y crois pas du tout. En tout cas. Ouais, le divorce semble quand même acté avec les Hawks, mais bon, l'avenir autour de John Collins reste quand même incertain. On verra un peu comment ça se passe. Les gars, prochain très gros dossier même, Jalen Brunson, le guards des Mavs, qui a agent libre cet été. Hein. Donc les Mavs, leur objectif, c'est clairement de leur signer, il faut le dire, puisqu'ils sortent d'une campagne de playoff et d'une saison régulière très sérieuse. Hein, Jalen Brunson. On sait que New York cherche un nouveau meneur. C'est eux qui sont un peu dans les plus grosses rumeurs. Parce que oui, New York, vous l'avez vu, ils ont tradé Kemba Walker le soir de la draft. Donc ils sont assez chauds sur Brunson. Et vraisemblablement, ils sont prêts à mettre le paquet pour faire une offre que les Mavs ne pourront pas suivre, Benjamin. C'est exactement ça. En fait, là, on a parlé de 2 dossiers qui sont très flous. Là, le dossier Brunson, il est extrêmement clair. On a d'un côté les Mavericks qui sont très confiants, mais qui ont moins de moyens. Et de l'autre côté, les Knicks qui, eux aussi, prennent en confiance, sont vraiment très déterminés à le signer. Et qui, pour ça, justement, essaient de dégager un maximum de moyens. En fait, la stratégie de New York, c'est de proposer une offre à Brunson bien supérieure à celle des Mavs. Là, on parle de 100 millions de dollars sur 4 ans. Je ne sais pas s'il les vaut. La question se pose éventuellement. C'est beaucoup. Hein. C'est pas, voilà, aujourd'hui, c'est pas la question que je me pose. La question que je me pose, c'est est-ce que New York va vraiment aller jusque-là? Est-ce que Brunson va l'accepter? Faut savoir que ils sont vraiment dans une optique de le signer parce que ils ont effectivement dégagé Kemba. Ils parlent d'un transfert de Nerlens Noel pour dégager du cap. Taj Gibson pourrait quitter l'équipe aussi pour dégager du cap. Donc en gros, ils mettent tout en place pour le récupérer. Et ils pensent que c'est ce qui va leur permettre de passer un cap. Parce que concrètement, eux, ils cherchent absolument un porteur de balle, un playmaker. On sait que Donovan Mitchell sera pas dispo cet été et c'est un petit peu toujours les rumeurs Knicks Donovan Mitchell qui priment. D'Angelo Russell est peut-être un peu cher par rapport à leurs assets et par rapport à ce qu'ils essaient de faire. Alors du coup, Jalen Brunson, c'est un petit peu le gars qui est agent libre, qui se présente parfaitement comme le leader des meneurs dans cette cuvée de free agent et qui pourrait faire passer un cap aux Knicks, sachant que, pour l'anecdote, ils ont même recruté son père, Rick Brunson, en tant qu'assistant coach. Alors, c'est pas seulement pour récupérer Jalen, parce que c'est un gars qui a passé beaucoup de temps avec Tom Thibodeau, c'est un spécialiste du développement, il a fait des choses, mais on en arrive à un stade quand même où les Knicks sont prêts à aller jusque-là. Donc maintenant, la vraie question, c'est quel rôle veut Jalen Brunson? Est-ce que le lieutenant de Luka Doncic, c'est bon? Ou est-ce qu'il veut vraiment avoir son poste de titulaire et mener les Knicks quasiment en tant que première option finalement? Ou est-ce qu'il est fidèle à Luka? Est-ce qu'il est fidèle aux Mavericks? Est-ce que son objectif, c'est de gagner? Est-ce qu'il a plus de chances de faire à Dallas? Donc ça, c'est un petit peu la résolution, se fera à ce niveau-là, quoi. Toi, Florian, tu vois plutôt Jalen Brunson continuer et croire au beau projet des Mavericks l'année prochaine, hein, puisqu'ils ont quand même récupéré Christian Wood dans un trade avec les Rockets, donc il y a quand même une vraie équipe qui se construit, ou tu le vois plutôt partir vers, je sais pas, vers New York et vraiment prendre un gros billet? Je pense qu'on sous-estime 2 choses dans la tête des joueurs NBA. Première chose, c'est que ça reste un métier, donc à un moment donné, en fait, tu prends l'argent. C'est-à-dire que si, là, la dernière offre que j'ai vue, c'est du 104, 105 millions sur 4 ans. C'est plus de 25 millions l'année. Donc, en fait, t'es Jalen Brunson, t'es un second tour de draft. Rien n'était assuré pour ta carrière NBA. Tu sors de Villanova, 4 ans de fac, etc. Pour avoir un contrat sur la table à 105 millions sur 4 ans, tu réfléchis pas beaucoup. En fait, tu prends parce que c'est ton métier et que de toute façon, tu as envie de mettre ta famille à l'abri sur plusieurs générations. C'est assez évident. Et le deuxième la deuxième chose qu'on sous-estime souvent, c'est on l'a vu avec notamment la signature d'Evan l'an dernier, ce que c'est que de jouer au Madison Square Garden.
être le meneur titulaire des Knicks, pour les Américains, c'est énorme. C'est quelque chose d'énorme. C'est comme les Lakers, c'est comme les Celtics. C'est une franchise historique. Donc après, il y a cette histoire de montant. C'est-à-dire que si New York met aux alentours de 20 millions sur la table, sûrement que les Mavericks vont s'aligner. S'ils commencent à dépasser 24, 25 millions, là, ça va commencer à suer. Et la porte d'entrée, en fait, elle est là pour les Knicks. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les Knicks n'ont pas la place de signer Jalen Brunson, à part sur un sign and trade. Donc, peut-être des Alec Burks, des Evan en échange, etc. Moi, je ne serais pas du tout surpris de voir Evan Fournier débarquer au Mavericks l'an dernier si un sign and trade arrive. Mais pour l'instant, ils n'ont pas le cap. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait cette stratégie à la draft de lâcher beaucoup de tours de draft. Donc, ils ont lâché leur 11e choix pour en récupérer énormément. On parle notamment de 3 tours de draft. C'est notamment pour les attacher à des contrats qui sont jugés encombrants, comme Alec Burks, Taj Gibson, Evan Fournier, etc., même Julius Randle, pour pouvoir dégager du cap et ensuite signer Jalen Brunson. Mais voilà, on a annoncé Détroit, on a annoncé Indiana, mais avec les signatures et la free agency et la draft, on n'est plus du tout sur ces équipes-là. Ça sera vraiment un duel à 2 et ça va dépendre du montant. Si on dépasse 25 millions, moi je pense que Jalen Brunson ne va pas réfléchir longtemps. Ouais, c'est clairement ça. Puis il faut pas oublier que l'NBA, bah oui, comme tu l'as dit, hein, ça reste leur métier, ça reste un business. On sait que les Américains, bah, ils aiment bien les billets verts. Hein. Donc ouais, franchement, 25 millions la saison sur Jalen Brunson, il y a moyen qu'ils les prennent quand même. Il y a moyen qu'ils les prennent. Les gars, bon, on a fait le tour. On a évidemment pas vu tous les dossiers parce que sinon on y passerait la journée. Donc on a vu un peu les plus gros les plus gros dossiers. Là, on va passer aux choses qui se sont un peu passées depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Il y a Kyrie Irving, justement, c'était le gros drama de ces derniers jours et qui agitait un peu tout le monde. Il a finalement décidé d'opt-in sur sa player option, donc vraisemblablement, il sera starter avec les Nets la saison prochaine. Soulagement à Brooklyn, Benjamin? Il y a toujours un point d'interrogation parce que déjà, on est sur un dossier. Alors certes, on a eu la nouvelle qu'on attendait et qui nous fait dire que Kyrie jouera à Brooklyn la saison prochaine, mais on a bien vu que c'était un dossier imprévisible, que les propriétaires n'étaient pas forcément chauds pour garder Irving à long terme, que Kyrie, lui, était prêt à partir éventuellement. Donc, de un, est-ce qu'on est vraiment sûr de là où on en est? Voilà. Je garde des petites réserves par rapport à... Ouais. On sait jamais parce que les infos sont très très floues là-dessus. Puis c'est Kyrie Irving surtout. Voilà, il y a de ça. Et en fait, la pression que ça met sur les Nets pour 2023 est juste immense. Parce que d'habitude, les équipes qui jouent le titre n'hésitent pas à balancer plein de tours de draft, balancer tous leurs joueurs, faire les moves qu'il faut pour construire un contender. Cette année, les Nets ont énormément d'agents libres. Ils ont des éléments à transférer éventuellement pour renforcer leur roster. Est-ce qu'ils vont le faire en l'état? Difficile de l'imaginer, parce qu'il est possible qu'en 2023, les deux partent. Donc là, actuellement, on a un Kyrie Irving qui devrait rester, mais la pression sur les Nets, elle reste vraiment très très forte, parce que le projet pourrait complètement s'effondrer dans juste un an, et ça, c'est quelque chose, c'est une deadline qui est juste... la situation, elle est irrespirable pour les Nets, même pour Kyrie d'ailleurs. Donc, résolution très temporaire, mais vraiment, l'inquiétude, la pression reste toujours là. Ouais, toi, Florian, aussi un peu inquiet pour l'avenir des Nets, parce que oui, du coup, si Kyrie a pris son option cette année, ça veut dire que s'il signe pas d'extension de contrat, l'année prochaine, il sera free agent. Kevin Durant aussi, il me semble. Benjamin? Non, ce sera dans plus longtemps, Kevin Durant. Kevin Durant, attends, je vais checker ça pour pendant que... Bah, moi, pour le coup, sur le cas de Kyrie Irving, sur les rumeurs Los Angeles, moi, j'y ai jamais vraiment cru parce qu'en fait, tu pouvais pas parce qu'ils ont pas le cap et encore plus la seule manière de le transférer, c'était quoi? C'était Russell Westbrook. Quelle idée d'imaginer Russell Westbrook Impossible, atterrir ça. au Nets. C'était un peu inimaginable. Donc, je pense que ça a été très bien joué de la part de Kyrie. Il a essayé d'aller chercher ce contrat max en jouant sur des leverages qui étaient très, voilà, je vais partir aux Lakers, etc. Mais comme l'a dit Benjamin, on arrive sur une scène de théâtre qui va durer un an et on va avoir la finalisation de cette scène l'an prochain pendant l'été. Et c'est jamais, moi je suis pas hyper positif sur cette saison parce que c'est jamais positif d'avoir un tel backlash, bordel médiatique autour d'une saison. Et c'est pas très très bien joué de la part de Kyrie, mais on sait pas trop ce qui se passe en interne. Ça se trouve c'était juste une stratégie et Kevin Durant était d'accord. Ouais, donc les Nets, un peu inquiétant, hein, parce que si tu te retrouves sans Kyrie Irving, que KD décide de se barrer, t'as plus de tour de draft jusqu'en 2027, compliqué quand même. Benjamin? Du coup, je check pour Kevin Durant parce que c'est un truc, j'ai l'impression qu'on réalise pas en fait la durée du contrat qu'a signé Kevin Durant. Il n'est agent libre qu'en 2026. Ouais, c'est ça. C'est Ok. assez ouf parce que c'est assez ouf. pas la saison prochaine, c'est pas celle d'après. Enfin voilà, c'est ça qui est dingue. Oui, Après, on est dans il y a une encore du ligue temps, ouais. où les stars ont tendance à toujours demander leur transfert et l'obtenir. On a vu James Harden, on a vu Ben Simmons, on a vu plein de dossiers de ce genre. Et Kevin Durant pourrait prendre la même porte de sortie, sachant que les Nets, a priori,
préfèrent perdre Kevin Durant et Kyrie Irving plutôt que de rester dans une situation un peu floue, un peu bâtarde où ils sont entre les deux. Et Kevin Durant, c'est plein de tours de draft, c'est plein de jeunes, c'est un gars qui, s'il est encore en forme et en bonne santé à ce moment-là, devrait intéresser beaucoup d'équipes. Donc, a priori, si Kyrie part, c'est potentiellement l'explosion des Nets, que KD soit sous contrat ou pas. Il y a un autre joueur qui a fait toujours dans les player options bon braquage, Russell Westbrook qui a logiquement, c'est tombé tout à l'heure, il a activé sa player option de plus de 41 millions, il me semble. Florian, pas une surprise. 47. 47, tu Et vois, oui. pardon. En fait, on est sur la dernière année ce qu'on appelle les contrats d'Eric Rose, les Supermax Designated Players. Et c'est logique. Il est à quasiment 50 millions pour un joueur qui aujourd'hui en vaut moins. On voit beaucoup de backlash sur cette prise de décision. Il faut quand même pas oublier que malgré sa mauvaise saison, Russell Westbrook est un joueur de premier ordre. Malgré tout, ça veut pas dire qu'il jouera aux Lakers l'an prochain. Il faut faire attention à ça. Les Lakers vont continuer à regarder toutes les options. On sait que Charlotte est intéressé. Est-ce que Gordon Hayward jouera en court playoff l'an prochain? C'est encore à voir. Voilà, on a des joueurs qui sont dans des tractations, mais le fait qu'ils prennent sa player option, c'est pas du tout une surprise. Le fait qu'ils jouent aux Lakers l'an prochain, c'est pas assuré non plus. Benjamin, je me tourne vers toi pour finir. C'était aussi un très gros dossier, et c'était un drama qui durait depuis plusieurs saisons maintenant, hein. John Wall et les Rockets, ils sont enfin parvenus à s'entendre sur un buyout. Donc le meneur qui était clairement plus dans le projet des Rockets est agent libre cet été. Et selon les dernières infos, il devrait, s'il n'y a pas de souci, s'engager avec les Clippers. Bonne nouvelle côté Rockets comme côté Clippers du coup. À côté Rockets, j'ai plus le montant exact en tête, mais finalement, ils ont pas récupéré un C'est gros montant 47 et quelques aussi. sur le Il a pris buyout. 40. Il a pris 40 pour lui. Ouais, et il a pris moins 6. Il a payé que 7 millions de sa poche. Donc il est gagnant. Donc j'ai envie de dire, c'est pas top comme sortie, mais c'est toujours mieux que de le garder à 47 millions pour rien. Donc la résolution, elle est satisfaisante côté Rockets. Voilà, c'est passable, j'ai envie de dire. Côté Clippers, forcément, c'est une excellente opération parce que c'est un joueur qui coûte pas très cher par rapport à son potentiel. Maintenant, je parle vraiment de potentiel parce qu'on parle d'un joueur qui a dépassé une seule fois en sa carrière les 45% au tir, qui n'est pas un bon tireur à 3 points, qui est un créateur essentiellement sur drive and kick et donc qui doit avoir beaucoup de ballons pour vraiment être capable de créer. C'est un joueur qui a toujours été au centre de son équipe dans les saisons où il a réussi. Il sortait de 5 saisons consécutives en tant qu'All-Star avant de se blesser. Donc, à voir dans comment il fait cette adaptation. Est-ce que John Wall est un meilleur joueur quand il a moins de pression et moins de responsabilités? Est-ce qu'au contraire, il aura du mal à passer un cap et devra se contenter d'un rôle de 6e homme, voire de remplaçant? On voit beaucoup de joueurs qui étaient très efficaces dans la NBA de 2015 et qui aujourd'hui ont complètement sont déconnectés un petit peu de ce qu'est la NBA aujourd'hui parce que la ligue a évolué extrêmement vite. Donc par rapport à ce qu'il peut faire, l'investissement est vraiment impeccable côté Clippers. Maintenant, la question c'est qu'est-ce qu'il peut concrètement faire? Il n'y a aucune assurance. Il ne faut pas prendre la signature de John Wall comme une nouvelle non plus qui va booster à fond la cote des Clippers pour le titre de 2023 parce que ça pourrait très bien être un désastre et un fiasco total. Ouais, c'est surtout, Florian, je me tourne vers toi, faut voir dans quel état physique il est aussi. Puisque ça fait quand même, depuis 2018, il me semble qu'il a à peine joué plus de 80 matchs, hein. C'est ça, mais pour le coup, le fait est que tout le monde savait qu'il était en bon état de forme l'an dernier. Il aurait dû jouer. Il a juste été mis sur le côté pour le projet jeune des Rockets. Mais ça reste un joueur de premier ordre. Ça reste un gars qui, en 2021, tournait en 20,7 passes. Alors oui, il a des pourcentages qui sont assez douteux. Mais bon, et il a eu 1 an pour travailler dans son garage et apprendre à shooter. Je suis toujours un peu positif là-dessus. Mais voilà, ça reste un meilleur défenseur que Reggie Jackson. C'est un meilleur gestionnaire que Reggie Jackson. Il va apporter un profil qui est totalement différent. C'était un joueur qui avait à peine 13-14% de perte de balles sur plus de 30% d'usage rate dans sa dernière année. Donc ça reste de très bons chiffres. C'est un gars qui sait prendre soin de la balle. C'est un profil qu'ils n'avaient pas. Et moi, avec des glue guys comme Nicolas Batum, Marcus Morris, etc., c'est un gars qui peut performer s'il est mis dans la deuxième minute, si c'est le choix qui est pris. Je pense qu'à ce prix-là, c'est tout bonus. Et même s'il y a 1% de chance que ça marche pas, et ben ils le couperont. De toute façon, ça coûte quoi? Ça coûte 2,3 millions. Et de toute façon, le risque est pas du tout trop important. Non, puis moi, pour finir, je vois bien John Wall un peu dans ce rôle de patron de la seconde unit et d'emmener un second souffle sur le terrain quand Paul George et Kawhi Leonard seront sur le banc, justement.
moi je trouve que c'est une bonne opération pour les Clippers, où, comme vous avez très bien dit, ils ont rien à perdre. Donc on verra un peu, on souhaite que du bonheur du coup à John Wall, parce que c'est quand même, il faut le rappeler, un joueur exceptionnel avant qu'il se blesse. Fournier is one dribble, lets it fly. He drills it. Les amis, le buzzer du carton vient de retentir. Comme toujours, ce fut un plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à laisser une note sur Apple Podcast et sur Spotify. Et surtout, passez sur YouTube, laissez-nous un petit commentaire et sur nos réseaux sociaux. Dites-nous ce que vous attendez de cette Free Agency 2022. En tout cas, toute l'équipe de l'analyste se fera un plaisir de vous tenir informé durant toute cette off-season qui s'annonce riche en actualité. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la prochaine.